La vidéo se rapporte au mica aujourd'hui. Le mica est un type de minéral qui est en forme de petites couches très fines qui couvrent de grandes distances. Donc, on pourrait dire que c'est un minéral ou des cristaux qui sont en deux dimensions ici. Donc, aujourd'hui, on va parler de la grande famille des micas. On va aussi regarder quelques exemples avec des photos qui viennent du net, mais on va aussi montrer quelques photos, quelques échantillons que j'ai dans ma collection. Donc, parlons un peu de mica aujourd'hui. Donc, le mica, ce sont des cristaux qui sont, on pourrait dire, en deux dimensions. Alors, habituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on prend, par exemple, voyons voir, si on prend, par exemple, des crêpes, nous mangeons des crêpes, on peut mettre une crêpe, on met quelques garnitures, une autre crêpe de garniture. Ce sont de fines couches qui sont déposées. Par contre, si on prend, par exemple, je ne sais pas, disons qu'on prend un pain, par exemple, et un pain qui est épais comme ceci, et on l'écrase. Si on l'écrase fortement et on est pour couper ce pain, on va voir que la mie à l'intérieur, c'est comme aligné de façon horizontale. Donc, si la force est comme ceci, on a l'endroit où il y a moins de pression, c'est sur les deux dimensions perpendiculaires à la pression ici. Donc, c'est comme ça que les minéraux, les cristaux de mica sont formés. C'est formé en fines couches parce que c'est la façon où il y a le moins de pression pour pouvoir grandir. Donc, souvent, on retrouve ces micas à l'intérieur de roches métamorphiques où il y a eu des déformations géologiques ici. Donc, voyons voir. Donc, ici, il y a quelques exemples. On peut voir ici fine couche. On peut voir ici un sou. Très bien. Voyons voir si on peut regarder un autre. Un autre exemple ici est la biotique. La biotite, excusez-moi. Maintenant, la biotite, si je peux montrer un peu plus grand comme ceci, on peut voir que c'est des fines couches et ils réfléchissent la lumière, bien sûr. Et celle-ci vient de l'Est de l'Ontario. Chose intéressante, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur les grenats et les grenats, ils sont encaissés dans la biotite. Donc, voyons voir si je peux vous montrer cela. Donc, ça ici, c'est un échantillon. Voyons voir si on peut avoir une mise au point. Donc, je vais les mettre un peu plus loin, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ça aujourd'hui. Donc, ça ici, c'est un échantillon qui vient du nord de l'Ontario. Donc, on peut voir ici, c'est un endroit où c'est une ancienne mine de grenat qu'on utilise pour l'industrie, pour faire le papier sablé ici. Et on peut voir ici tous ces petits minéraux qui sont noirs. Et ces minéraux, on peut voir qu'ils réfléchissent la lumière. Et ça, ce sont des cristaux de mica qui est la biotite. La biotite est un mica qui est très foncé. Voyons voir si je peux le mettre plus près. Voyons voir si la caméra veut coopérer. On dirait que non. Ça arrive. Donc, ça, c'est la biotite ici. Voyons voir quelles sont les grandes familles ici du mica. Alors, je suis allé faire un tour et ça, c'est sur l'Encyclopédie Britannica. Et on va voir si on peut mettre ça un peu plus grand ici. Voilà. Donc, les grandes familles, c'est la suivante. Il y a une formule chimique pour les grandes familles et c'est X, il y a Y et Z. Donc, il y a trois groupes d'ions qui peuvent être inclus ici. On a ici dans le centre de l'oxygène, bien sûr. On a ici hydroxyde et fluor qui font partie ici de ce qui se passe. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette famille, c'est que la première partie ici qui est X, ça peut être soit du potassium, le sodium, barium, calcium, césium. Ce sont les possibilités ici avec quelques ions polyatomiques aussi. En ce qui concerne le Y ici, ça peut être soit l'aluminium, le magnésium, le fer, un peu de lithium. Je vais montrer un exemple avec le chrome tout à l'heure, manganèse, vanadium et zinc. Et la troisième variable ici qui est Z, c'est soit la silice, le silicium, l'aluminium, le fer, beryllium ou titane. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'options? La raison de cela, c'est que le mica est un minéral qui est formé dans des roches métamorphiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les roches métamorphiques, lorsqu'il y a la pression comme ceci, il y a des mouvements de fluide qui sont encaissés à l'intérieur de ceux-ci. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la pression et une augmentation de température fait qu'il y a des ions qui se promènent. Certains ions
se retrouvent dans des minéraux spécifiques qui ont une chimie spécifique. Par contre, tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas utilisé pour faire des fragments, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec des ions qui sont restants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ici du mica. Maintenant, je me rappelle quand j'étais, alors ici, on a les grenats. Le grenat ici, je me rappelle, en géologie, on parlait souvent que le grenat, surtout les grenats industriels ici qui ne sont pas parfaits, c'est comme un peu un minéral poubelle. Tout ce qui n'entre pas dans d'autres, tous les ions qui n'entrent pas dans des minéraux qui sont spécifiques se retrouvent ici dans ces grenats. Bien sûr, ce sont des grenats industriels et non pas des grenats qui sont utilisés pour les bijoux. Alors, à l'intérieur de ceci, il y a quelques petites choses à considérer. Voyons voir, j'ai plein d'annonces publicitaires ce matin, c'est fou. Voilà. Alors, si on regarde ici, il y a la première partie qui est la biotite, phlogopite et l'épidolite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec des micas qui sont plus foncés, qui contiennent beaucoup plus de fer et de magnésium. Alors le magnésium ici, on a de l'aluminium ici et le fer, bien sûr, mais on se retrouve ici avec des ions qui sont beaucoup plus légers, comme par exemple le lithium ici et le potassium. Maintenant, si on regarde quelques-uns de ces minéraux, nous avons la biotite, comme on a montré tout à l'heure. C'est des cristaux qui sont à 2 dimensions, qui sont très, très foncés, comme cela. Il y a la phlogopite, qui, elle est moins foncée. Il y a un petit côté bronze qui arrive ici. Et le troisième, c'est la lépidolite. L'épidolite est un mica et a un ton de rose comme cela. Donc, moi, je n'ai pas de lépidolite. Le seul échantillon que j'ai, c'est bien sûr cette idée de la biotite ici, et avec l'échantillon que j'ai, oups, c'est pas celle-ci, l'échantillon avec le grenat, comme cela. Donc souvent, lorsqu'on pense, voyons voir, est-ce que je peux vous montrer un peu plus, la caméra ne coopère toujours pas. Ça arrive. Maintenant, j'ai mentionné que les micas se retrouvent dans des roches qui sont métamorphisées. Donc, ici, métamorphosées. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors, par exemple, si on a des granites et qu'on a des granites qui ont des gros cristaux, c'est fantastique. Si on a des granites qui vont être compressés avec le métamorphisme, on se retrouve avec les minéraux qui sont plus foncés dans le granit, comme le hornblende par exemple, qui seront sous pression et vont créer des minéraux, des roches métamorphiques, qui sera à ce moment-là la biotite. On a des minéraux qui ont tendance à rester avec les mêmes couleurs. Voilà. C'est bon. Donc ici, on peut voir qu'il y a de l'aluminium ici dans chacun. On a le silice qui est... Ah, voilà, c'est intéressant. Alors, n'oubliez pas que ça, c'est un spectre de minéral avec, bien sûr, des compositions, mais visuellement, elles peuvent être différents. Le suivant est la moscovite, et lorsque je faisais l'exploration minière, la moscovite était souvent le mica qu'on retrouvait le plus souvent. Alors, celui-ci a une tendance à être un peu verdâtre comme couleur ici, et je n'ai pas d'exemple spécifique ici. Un autre de la même famille, on se retrouve ici avec celui-ci et la paragonite. Donc, on peut voir que ici, ce sont des cristaux qui sont beaucoup plus petits, qui font partie de roches métamorphiques. Ici, on se retrouve avec des microcristaux. Et le troisième, qu'est-ce que c'est? On a la glauconite. J'ai essayé de trouver la glauconite ici. Ici, on se retrouve, c'est plus verdâtre, mais ce n'était pas le meilleur exemple que j'ai pu pouvoir montrer. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le mica a tendance à être beaucoup plus, à être un spectrum. Maintenant, il y a quelques autres qui sont intéressants. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses qui peuvent intéresser ceux qui collectionnent les minéraux, bien sûr. Il y a quelques années, je suis allé voir, ça c'est dans les Appalaches, dans la province du Québec. Et ici, je suis allé chercher le minéral qui est on appelle ça la malachite, qui est un carbonate de cuivre.
Et ceci fait partie d'un schiste. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on se retrouve avec des roches sédimentaires. Donc on peut voir ici les petites lamelles. Donc qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu la pression qui est allée de ce côté-ci et la pression qui est allée de ce côté-ci et on a aplati ces sédiments. Et le long de ces sédiments, si on regarde, on peut voir, ça réfléchit un peu la lumière. Ici, on a des micro-cristaux de mica qui se retrouvent à l'intérieur de ces sédiments. Ça ici, ça peut être un peu de séricite, des personnes qui font de la recherche, un peu de smectite aussi, qui sont des minéraux qui ont tendance à être aplatis comme cela. Un autre exemple, c'est la séricite. Et voyons voir. Donc, je vais vous montrer un autre minéral qui est intéressant. Ça vient d'une roche, on appelle ça ici, c'est des schistes. Un schiste, qu'est-ce que c'est? C'est une roche qui a été, qui est une roche métamorphique. Maintenant, il y a eu tellement de pression que la minéralogie a changé, mais il y a eu tellement de fluides qui ont passé qu'habituellement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a enlevé beaucoup des ions. Donc, la chimie a changé complètement. Donc, on a ici des roches qui ont été altérées par les fluides. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il peut se retrouver quelques dépôts. Et donc, on peut se retrouver ici, il y a des petits points qui sont jaunes. C'est soit un peu de pyrite, peut-être un peu d'or, je ne sais pas. J'aurais besoin d'un petit peu plus de réponse. Mais ici, on peut voir que c'est plein de petites plaques. Et lorsqu'on parle de schiste, qui fait partie des roches métamorphiques, c'est surtout, on se retrouve surtout avec des micas. Lorsque je faisais l'exploration minière, on avait ici, voyons voir si je peux retourner à mon image de tout à l'heure. Voilà. Donc ça ici, c'est une mine d'Oyon. C'est en Abitibi ici. C'est une roche qui est métamorphique. Maintenant, on peut voir ici les lamelles. Voyons voir, on peut le voir ici. Donc, on peut voir qu'il y a des petites lignes comme ceci. On peut même voir lorsque la roche a été cassée, comment est-ce qu'on a des lamelles qui sont comme ceci. On a ici des roches volcaniques précambriennes qui sont de plus de 2,8 milliards d'années à peu près. Il y a eu une compression et tout ce qui était roche volcanique a perdu complètement sa signature. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur les surfaces, vous allez voir que c'est très ici, c'est très luisant. Et la raison pourquoi c'est luisant, voyons voir si vous pouvez voir cela. Voilà. La raison pourquoi c'est luisant, c'est qu'on se retrouve à l'intérieur de la roche avec une série de petits micas, qui est la séricite, qui est de la roche altérée, mais qui fait partie des zones de faille. Donc, lorsqu'on a des zones de faille, alors tout à l'heure, je parlais de sédiments de pression comme ici et comme cela, mais lorsqu'on a une faille ici, ça peut être une faille qui se rapporte, une faille qui est régionale, qui peut avoir plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres, où il y a ici des changements, point de vue de la géologie, et ça nous donne cela. Donc, lorsque je faisais de l'exploration, on regardait bien sûr la roche. Les roches volcaniques précambriennes, c'est fantastique. Ça nous donne des histoires sur l'environnement de ce temps. Par contre, on cherchait souvent des endroits où il y avait de l'altération. L'altération, il y a eu des changements de chimie par rapport à des déplacements de fluides basés sur la tectonique. Et la raison pour cela, c'est que ça permettait de pouvoir avoir une relocalisation de la minéralisation et une augmentation de la quantité de minéraux qu'on cherchait. Ici, on cherchait de l'or et ça vient d'une mine d'or ici. Un autre qui est intéressant, voyons voir si on a ici. Donc, dans la famille, ici, on ne l'a pas mentionné, mais un autre qui est intéressant, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine, c'est la fuchsite. La fuchsite est un mica, mais qui est un mica qui contient du chrome. Donc, on se retrouve ici avec la première partie. On peut voir ici un ion de chrome, et le fait qu'il y a le chrome ici change la couleur de ce minéral comme cela. Donc, on se retrouve avec une roche qui a tendance à être plus verte. Et lorsque je faisais l'exploration minière, avoir des roches qui ont été altérées, changement de chimie avec ici de la fuchsite est un indice qu'il pouvait y avoir de la minéralisation intéressante. La question, c'est s'il y a de la minéralisation, est-ce qu'il y en a assez pour bien sûr, en faire une mine?
Donc ça ici, ça vient d'un projet du nord de l'Ontario aussi. Je vais voir si je peux mouiller ça un petit peu. Donc, on peut voir ici, je peux mettre ça un peu plus près, est-ce que ça va coopérer maintenant? Voilà, ah ben tiens, ça coopère maintenant. Donc, on peut voir ici, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait comme roche initiale. Mais par contre, on peut voir ici qu'il y a le côté vert qui est arrivé, il y a du quartz qui s'est infiltré aussi, on a ici quelques veines de quartz qui arrivaient. Donc, l'idée ici, c'était de pouvoir voir que oui, il y a une roche volcanique qui a été altérée. Et ici, on n'avait pas de pyrite, donc pas de minéralisation. Mais lorsqu'on fait l'exploration minière, on essaie de voir, on a ici des indices, on essaie de voir l'ensemble des indices possibles pour voir si on peut, bien sûr, trouver une minéralisation qui pourrait peut-être amener à une mine à long terme. Alors ici, on a AP qui mentionne dans l'audience ici qu'il y a apparemment un pyrope ou allemandin. Donc ici, lorsqu'on regarde mon grenat ici, il est très rouge, il est très foncé. Maintenant, lorsqu'on regarde les types, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un exemple ici de pyrope. Donc, tout à l'heure, AP mentionnait le pyrope ici avec un côté ici qui est rougeâtre avec un peu de mauve comme couleur. Donc, ça, c'est celui-ci. Voyons voir si je peux trouver allemandin. Voilà. Donc ici, rougeâtre, plutôt brunâtre. D'après moi, c'est plus allemandin, comme vous avez mentionné. Donc, je vais remontrer mon exemple ici. Donc, ici, nous avons notre grenat qui est beaucoup plus ici. Tiens, je vais mettre la photo en même temps, comme ça on peut la voir. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a des similitudes entre les deux ici. Et si on regarde, il y a certains petits grenats qui sont ici, qui sont beaucoup plus petits, qui montrent des facettes, bien sûr, de cristal qui étaient comme cela. Donc, ici, on a un exemple de différents grenats. On peut voir comment est-ce qu'il peut y avoir des couleurs différentes. Si on a alors ici, ce sont grossulaires, spessartites, et on peut voir qu'on en a des rouges comme ceci, mais on peut en avoir aussi des verdâtres qui peuvent être comme cela. Comment est-ce qu'on obtient des minéraux comme ceci de façon à ce qu'ils soient très clairs? Ça ici, ce sont des minéraux pour en faire des bijoux, bien sûr. Ça veut dire que la pression, la température était presque à la perfection. Comme ça, il y a eu un ion à la fois qui s'est installé pour pouvoir le faire. Donc ici, l'allemandin, ici, nous avons les grenats. Alors ici, on a une autre couleur ici avec grossulaire ou andranite, possiblement. Pyrope ici avec un rouge fantastique. Maintenant, ce qui est intéressant pour faire des bijoux, c'est qu'on a besoin des cristaux ici qui ont une dureté qui est assez grande pour ne pas être égratigné avec l'environnement. Donc, quelqu'un pourrait dire, on pourrait utiliser, on ne peut pas faire de bijoux avec le talc, qui est le minéral qui est le plus mou. Mais il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Mohs qui va jusqu'à 10, où nous avons le diamant qui a une dureté de 10. Pourquoi le diamant est fantastique? C'est qu'il y a une très grande dureté et donc peut durer depuis longtemps. Les grenats ici, c'est probablement une dureté de 7 à peu près, un peu comme le quartz ici, si je me rappelle bien. La sphérovite verte, voilà. Ah, je me rappelle de ceci. Je me rappelle, je faisais les expositions de minéraux ici en Ontario. J'en ai fait quelques-uns à Montréal et je me rappelle. Donc, c'est vert ici. Sphérovites et ne sont pas nécessairement faciles à avoir, surtout s'ils ont une grosseur assez grande pour pouvoir faire des cabochons ou faire des pierres précieuses comme ceci, on pourrait dire, pour les bijoux. Personnellement, comme vous avez remarqué, je préfère faire la collecte de minéraux que l'on prend dans la nature. Comme je mentionne, si vous êtes nouveau ici, habituellement, lorsque je vais en voyage, je n'achète pas de souvenirs dans les magasins. Je ramasse soit une roche ou un minéral, quelque chose que je trouve soit sur une randonnée, à la plage, à la montagne. Comme ça me permet de pouvoir avoir une bonne idée. Alors, le diamant est très dur, mais extrêmement fragile. C'est un système cubique très clivant. Ça, c'est vrai. Et c'est une des raisons que souvent, on va utiliser ces côtés clivants, le clivage de ces cristaux pour nous aider dans le polissage, bien sûr. Donc, ça, c'est très bien dit. Très bien.
Chose intéressante, souvent lorsqu'on parle de diamants, on parle qu'il y a des diamants qui viennent de l'Afrique, bien sûr, il y a des diamants qui viennent de la Russie. Depuis une vingtaine d'années, on a des mines de diamants ici au Canada et c'est fantastique de savoir cela. Donc, s'il arrive que vous achetez des diamants, essayez de savoir la provenance pour que, bien sûr, il y ait les droits de l'homme, les droits des humains qui sont gardés lorsqu'on a ces minéraux. Donc, la semaine prochaine, nous allons regarder les champs phlégréens qui sont en Italie, surtout qu'il y a l'Etna et le Stromboli qui ont fait éruption depuis quelques semaines. On va aussi regarder d'autres éruptions volcaniques autour de la planète. Donc, ça fait partie d'actualité. Je pense que ce sera intéressant. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous souhaiter, si vous avez la chance, je vais mettre ici un lien sur une vidéo que j'ai faite sur le grenaille il y a quelque temps et on se voit là.